Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva avec Dame Lipasco. Salut Li. Salut Pank. Et on va reprendre la lettre que je vous avais lue quand Li était en déplacement, hein, les 2 semaines où elle était off. Donc, on va revenir un petit peu sur ce mail-là, parce que Li, elle a certainement pas mal de petites choses à ajouter. Alors, dans un premier temps, donc je vous rappelle, hein, l'idée était d'un peu savoir ce qui s'était passé dans la période de temps où il a formé les 29 personnes à l'ISP, donc entre 56 et 66. Et du coup, on a eu une réponse qui a été assez longue, et dans un premier temps, il nous dit que lui, il n'était pas présent et que Joe, lui, il n'avait que 10 ans. On a eu quelques éléments sur les premières personnes qui ont participé, donc Ponchito Montemayor, Blas Gutiérrez, Reynaldo González. C'est des noms que tu avais déjà entendus ou pas du tout de ton côté? González, c'est sans doute un membre de famille, ou bien proche, ou bien ils ont marié avec des González, mais c'est tellement commun comme nom en Mexique, justement, que je ne peux pas dire. Non, les autres ne me disent rien du tout. Comment? Non, j'allais dire Gutiérrez, Gonçalves, Montemayor, c'est vraiment des noms ultra communs de la communauté mexicaine. Donc, complètement inconnu, et de toute façon, c'était il y a très longtemps quand même. Donc, Ed est arrivé vers 72, avant que tout ça s'était fait, je crois, oui, et moi en 88 quand même. Ouais, donc c'était vraiment la préquelle de tout ce qui allait se passer. Oui. Il a utilisé l'hypnose jusqu'à ce qu'il commence à se poser des questions. Il a commencé à évoluer vers ce que nous connaissons aujourd'hui. Donc, il est toujours... donc là, il nous refait ce dont on avait parlé, c'est-à-dire vraiment l'historique de comment il en est arrivé là. Donc, l'incorporation à l'armée en 1944, le psychiatre. Donc tout ça, on l'avait vu. La psychiatrie, tout en suivant une formation universitaire en électronique, ça, on l'avait vu. Alors, il y avait, mais ça aussi, on l'avait vu quand on parlait de sa biographie, qui était le moment où il excellait à localiser rapidement les problèmes d'une radio défectueuse et de la réparer. C'est un élément peut-être à rappeler aux personnes qui n'ont pas suivi toutes nos vidéos, parce qu'il y a certaines personnes qui me disent « Pank, je viens de tomber sur vos vidéos avec Li. Mais je ne vais pas regarder les 270 vidéos. Je ne comprends pas pourquoi. Du coup effectivement, on a parlé de plein de choses, et notamment qu'il a, à un moment, à l'armée, travaillé sur les radios défectueuses parce qu'il s'était formé, etc., etc. Et il avait une qualité à trouver le problème et surtout la solution du problème. Ce principe intuitif qu'il a développé, c'est vraiment ce qui demande aux diplômés Silva: soyez tout le temps dans une recherche de solutionner des choses. Ne faites pas des tests pour tester, mais pour vous apporter quelque chose, pour rapporter une solution, une réponse, un mieux-être, un bien-être, etc., etc. Je pense que ça, c'est un élément qui est important à rappeler, parce que pour beaucoup, ça pourrait, surtout ceux qui n'ont fait que méthode Silva, le coup de se dire: j'ai une radio défectueuse, je vais utiliser la méthode Silva, quoi, mon intuition, c'est peut-être pas forcément ce qui vous viendrait en premier à l'esprit. Et pourtant, c'était une des raisons. Et Li vous a raconté son histoire avec la Mercedes, le problème qu'il y avait au garage, où elle avait une intuition par rapport à une partie qui pour elle avait une vision de ça. Bah, tu vas mieux raconter que moi, hein. Mais du coup, elle a solutionné, ou elle a aidé à la solution du problème du garagiste. Tu peux rappeler un peu cette histoire-là? En fait, c'était la première fois depuis notre carrière a commencé qu'on s'est permis une voiture flambante neuve. Jusqu'à là, on a toujours eu des voitures d'occasion. Ouais. Donc, on sort de l'usine, on va peut-être 50 km, et c'est quoi cette odeur? Et justement, il y avait de la fumée qui sortait, apparemment des pneus. Donc, on a dû appeler pour justement que quelqu'un arrive avec un camion pour l'apporter à un garage. Et moi, je me suis dit, bah,
puisque je connais rien des voitures, je vais aller à mon niveau, je vais travailler un cas sur qu'est-ce qui ne va pas avec la voiture. Et donc, j'ai eu visuel et auditif. Visuel, j'ai vu une sorte de tube avec quelque chose à l'intérieur qui était courbé et je savais que ça, c'était le problème. Mais je ne savais pas exactement pourquoi. Et j'ai entendu le mot piston. Donc, je sors, je dis à Michael, je crois que c'est les pistons. Michael appelle le garage. Ma femme croit que c'est les pistons. Et non, c'est la première chose qu'on a contrôlé, les pistons des pneus. Alors, moi, je ne savais pas où étaient les pistons, quoi. Et finalement, ils ont dû prendre ça à un garage spécialiste. Et eux, ils ont trouvé, en examinant un peu partout, que dans le mètre cylindre, le piston, en fait, à l'intérieur, le valve a été mis à l'inverse. Et c'était ça la solution du problème. Malheureusement, je n'ai pas pu à niveau dire que le piston, c'est dans le mètre cylindre. Mais voilà. OK, mais j'ai trouvé ça quand même intéressant que j'ai pu quand même discerner le centre du problème quand, franchement, j'y connaissais rien, strictement rien. C'est intéressant. Et ça, c'est amusant. Alors, pour les personnes qui veulent faire des cas, souvent, vous demandez des cas, bien sûr, humains, de personnes à autres, mais n'hésitez pas à faire des cas sur… De toute façon, ça ne vous coûte rien. Vous faites venir quelqu'un pour réparer, je sais pas, votre machine à tel ou tel truc. Vous amusez à tenter le diagnostic et à voir, avec le diagnostic d'un spécialiste qui va vous dire bah non, c'était ça, et voir si ça confirme. En fait, vous pouvez jouer avec à quoi jouer. Vous pouvez mettre en pratique cette attente de résultats et de solutions dans énormément de secteurs de votre vie et pas simplement qu'avec des problématiques d'humains. Tant que le but, c'est que ça permet d'évoluer, de continuer à avoir des solutions, d'aller vers l'avant, vous pouvez le faire sur plein de domaines. Hein. Absolument. Mais c'est pour ça qu'on a fait tous les domaines dans la journée 303. On aurait pu dire, oh, mais j'ai travaillé uniquement les êtres humains. Je ne peux pas travailler quelque chose qui est inanimé quand même. Mais justement, la première chose qu'on fait après le domicile, c'est les métaux, les objets inanimés. Donc, on a déjà fait un travail pour nous connecter subjectivement. Et vous voyez là, dans ce texte dont je vous avais lu et là qu'on reprend, il y a bien cette idée-là. En fait, lui, il a utilisé son intuition pour travailler rapidement sur des problèmes, des radios défectueuses et les réparer. Il voulait trouver le problème et le résoudre. Il le faisait avec ses doigts, en touchant les composants, le câblage, en écoutant les bruits, clics et craquements provenant du haut-parleur. S'il n'y avait pas de son, cela signifiait qu'il n'y avait pas d'électricité dans la partie de la radio, etc. Il la remplaçait, etc. Et vous voyez qu'en fait, là, il est en train de nous décrire un 303. Ce que José a spontanément travaillé, ou en tout cas son intuition comme il l'a mené, son idée après dans la méthode, c'est de dire, je sais pas que je sais faire, donc commençons à prendre en compte que je dois penser comme quelqu'un qui ne sait pas qu'il fait quelque chose. Et du coup, ça va lui permettre de s'interroger à comment il fait les choses, donc à réanalyser au fur et à mesure l'ensemble des éléments. Et là, on a un pur 303. Et je crois que quelquefois, quand on n'a aucune connaissance du sujet, c'est une meilleure preuve, effectivement, à nous-mêmes que ça marche vraiment. Et c'est pour ça, une des raisons pourquoi, quand on fait les travaux du cas en 404, on présente les êtres humains, que justement le partenaire n'a jamais rencontré, ne sait rien du tout, parce que quelquefois les gens disent « Ah, est-ce qu'on peut présenter ou moi-même ou quelqu'un ici dans la pièce ?» Non, au départ, le moment que vous avez vu quelqu'un, automatiquement, vous allez commencer à utiliser votre logique, votre intellect. Ah, ça peut être ceci, c'est peut-être cela. Et vous risquez justement d'interférer avec l'intuition. Pendant que là, si vous connaissez strictement rien, comment est-ce que vous pouvez avoir la bonne réponse? Uniquement par intuition pure. Et ça, c'est la preuve. Oui. Tellement de gens sont époustouflés à la fin du cours.
C'est ça, cette notion de se dire je peux avoir confiance dans mon intuition parce que l'ensemble des retours que j'ai sur des éléments totalement inconnus semblent assez proches, voire complètement décrire les choses. Donc ça, c'est vraiment chouette. Les hommes diplômés de la classe voulaient savoir comment ils pouvaient débugger rapidement. C'est bon, ça, tout ça, on a déjà vu. Plus je réfléchissais à cela, ok, non, les étudiants en doctorat. Ah, voilà, c'est ça dont on parlait la semaine dernière. Il aurait trouvé des méthodes standardisées pour les tester. Alors, je reprends les deux. Les étudiants en doctorat et leurs professeurs auraient élaboré des critères de recrutement pour leur sujet de recherche sur l'intuition. Ils trouver des méthodes standardisées pour les tester, comme les cartes Zener et d'autres techniques, comme vous l'avez mentionné. Je pense qu'il aurait trouvé qu'il les aurait trouvés beaucoup trop restrictifs. Chaque personne est unique, avec une personnalité unique. Son approche consistait toujours à faire le nécessaire pour résoudre un problème. Donc, là, on va s'arrêter un petit peu sur ce principe des cartes Zener, puisque la semaine dernière, Lee, tu m'as dit que c'était quelque chose qui était assez important, la non-utilisation des cartes Zener dans la méthode Silva. Est-ce que tu peux un petit peu nous donner le point de vue de José, en tout cas que toi, tu as eu au sujet des cartes Zener et pourquoi dans la méthode, éventuellement, ils ne l'ont pas utilisé? Justement, José, en fait, connaissait un peu le travail de Dr. Ryan à Duke University, qui a, en fait, c'est lui qui a créé l'expression extrasensory perception pour la première fois. Et il savait qu'il avait des résultats et il lui a écrit pour dire, écoute, vous dites que vous avez trouvé qu'il y a des gens qui ont ESP, mais pas tout le monde et que ça doit être un don. Il dit, mais moi, j'ai pu former quelqu'un pour développer la PES. Et puis, Ryan a dit, mais une personne, ça ne suffit pas. Peut-être elle était déjà clairvoyante et vous ne savez pas. Et il a vraiment répudié son système parce que ce n'était pas scientifique. Et là, effectivement, José a tout recommencé pour que ça soit plus scientifique avec plusieurs personnes comparées, mesurées avant, après, etc. Mais la plus grande différence, en fait, apparemment, ils ont communiqué souvent, un peu vraiment en conflit, parce que, comme disait José, mais à quoi ça sert de rester dans un laboratoire pendant des heures pour deviner si une carte contient un cercle, un carré, un triangle, etc. Mais il dit, ça ne sert à rien. Et effectivement, ce que Ryan avait trouvé, c'est que certaines personnes semblaient être douées pour ça, d'autres non. Mais habituellement, quand on continuait le processus, les gens qui semblaient avoir beaucoup de PES, ça a commencé à réduire. Et, mais franchement, mais, ils doivent dire eux-mêmes, mais à quoi ça sert de deviner tout ça? Quand il a changé le test, et il faut deviner quelle sera la prochaine couleur d'une bulbe qui allait s'allumer, tout d'un coup, ils étaient encore beaucoup plus aptes à deviner par intuition, parce que c'était quand même quelque chose de plus intéressant. Mais là aussi, avec le temps et la répétition, ça a descendu. Alors, José a toujours dit, non, le cerveau humain n'est pas fait pour juste jouer, deviner, se demander est-ce que c'est vrai. Le cerveau humain était fait pour résoudre des problèmes. Il a évolué comme ça. Donc, il dit, c'est normal s'il y a des gens qui n'ont pas la capacité ou qui le perdent, parce qu'on ne résout pas un problème. Et c'est pour ça que lui, il a toujours travaillé avec des cas, tout au départ, de santé physique. Même à l'âge de 9 ans, Isabelle travaillait des cas. On lui a présenté des gens qu'il ne connaissait pas en disant quel est leur problème. Et là, ça a duré toute sa vie. Alors, tu sais, souvent, il dit on est là pour résoudre des problèmes pour un meilleur monde, mais je rappelle, la seule fois que j'ai vu une démonstration de cas dans une convention Sylvain, c'était Isabelle, beaucoup plus grande, justement, adulte, qui le faisait. Et José Silva était présente et il a dit vraiment, est-ce que la personne qui a ce problème, est-ce que pour lui c'est un vrai problème et il a besoin d'aide? Et le participant qui présentait le cas disait oui, c'est ça. Et voilà, ok, on continue.
Donc, c'était toujours fondamental à son travail. Il y a une chose que tu dis que je trouve vraiment intéressant, c'est l'intention et l'importance que tu vas poser à ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire, est-ce que je le fais parce que je suis en train de le faire par répétition, par mimétisme, type je dois le faire, c'est obligatoire, le prof me le dit ou un truc comme ça, ou si c'est quelque chose qui a de l'importance pour toi. Et ça peut être intéressant de voir le niveau d'implication, le type de feedback qu'on a en fonction du niveau d'implication. Tu vois, est-ce que plus je suis impliqué et plus je trouve que je veux trouver une solution et plus je vais être intuitif? J'ai pas la réponse. C'est vraiment, si je reste sur ce postulat-là, ça voudrait dire que plus l'élément est important et plus je suis engagé émotionnellement, intellectuellement, physiquement dedans, plus potentiellement je peux trouver une solution. Je peux être connecté à mon intuition pour obtenir une réponse. Ça, je trouve que c'est vraiment intéressant comme notion. Oui. Et ça me fait rebondir sur... Il y a eu toute une période où on a voulu... Nous, en France, on a la zététique qui, pendant des années, a voulu montrer que les PES et toutes les choses associées n'existaient pas, ou en tout cas... En fait, Brock est moins rigide qu'aujourd'hui, on va dire, les zététiciens. Son idée, c'était de dire, moi, je suis prêt à accepter tout ce que vous me dites, je veux juste pouvoir le tester avec le postulat intellectuel d'un scientifique, donc avec des tests scientifiques. Il ne dit pas, ça n'existe pas. Il dit, je peux le démontrer scientifiquement, donc peut-être que ce que tu penses être un PES, tu as un pouvoir extrasensoriel, on va utiliser vraiment le terme de Règne, c'est quelque chose qui est complètement plausible, explicable, et c'est pas ce que tu penses, mais il se passe quand même quelque chose. Tu vois, c'est ça que je trouvais intéressant chez Brock. Après, la nouvelle génération était un peu plus vindicative à dire, en gros, ce que vous dites, c'est des conneries, et nous, on a raison parce qu'il y a la science. Mais Brock, le mec qui a vraiment fondé ça en France, il avait pas du tout, il avait la pensée scientifique. En gros, moi, je suis prêt à croire tout ce que tu veux tant que tu peux me donner les arguments et qu'après, on puisse tester. Mais chose qui avait été intéressante, il s'était rendu compte, alors je ne sais plus si c'est lui ou quelqu'un d'autre, il disait qu'il avait, donc il rencontrait souvent des personnes qui acceptaient, bien sûr, d'être testées sur leur médiumnie dans des conditions scientifiques. Et il dit, globalement, les gens n'avaient pas plus de réussite qu'une personne qui n'était pas spécialement médium, mais qui avait du feeling, du flair, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, mais tu vois, qui disait ce qui lui passe par la tête, comme il disait. Sauf qu'il avait constaté une chose intéressante, et là, on peut peut-être recouper avec ce que tu viens de dire il y a un instant. Il y a des personnes, notamment sur, alors j'imagine qu'au UK comme aux US et partout, ça a dû exister, tu sais, c'est des personnes qui font des consultations de médiumnie ou de voyance en ligne, au téléphone à l'époque. Yes. Et en général, plus tu restais longtemps sur la ligne téléphonique, et plus ils gagnaient d'argent. Donc, et là, je reviens sur le rapport motivationnel. Ils embauchaient des personnes qui n'étaient pas des médiums, mais qui étaient des bons tchatcheurs, des bons, on va dire, des personnes qui parlaient bien, et qui parlaient longtemps, et qui savaient faire des analogies, des métaphores, et tout ça. Du coup, ils avaient constaté que ces personnes-là, qui devaient gagner de l'argent et faire maintenir la personne au téléphone, arrivaient à avoir un pourcentage de réussite parfois supérieur à des médiums officiels en ayant des feelings. Et certains finissaient par dire, mais moi je disais que des conneries, je disais ce qui me passait par la tête. Et en fait, il est arrivé qu'une bonne partie de personnes avaient développé, et là c'est pour revenir sur Ryan, le conflit entre Ryan et José, tu vois, a développé une intuition. Je ne sais pas si on peut appeler ça autrement, mais où ce qu'il disait, alors est-ce que c'était biaisé, ce qui est aussi possible, mais est-ce qu'il y avait un effet derrière qui faisait que les personnes y trouvaient quelque chose qui correspondait, mais en tout cas, il semblait que ces personnes qui, à la base, racontaient tout ce qui leur passait par la tête, mais motivées par
l'argent. Donc là, il y a une motivation qui n'est pas sauver le monde, hein, qui est juste se mettre le mieux possible d'un point de vue financier, ont développé une compétence qui a aidé un paquet de personnes. Et ça, tu vois, je trouve que c'est intéressant parce que ça reprend à la notion de petit 1, potentiellement des personnes qui n'ont pas une intuition spécifique et qui ne croient même pas en la médiumnie, arriver à aider et avoir un ensemble de feelings qui correspondaient. Et deuxièmement, plus il y avait un intérêt derrière pour eux, plus il semblait pertinent. Tu vois. Et alors que c'est complètement quelque chose qui a été à la base une arnaque. Et c'est ça que je trouve qui est intéressant dans il est peut-être vraiment possible de développer du coup cette intuition et que cette intuition soit réellement connectée à quelque chose, et on le voit avec les cas, on le voit avec pas mal de choses, qui amène quelque chose qui touche le monde objectif à un moment donné. Et ça, je trouve que c'est assez amusant comme observation, surtout que là, tu es vraiment avec des gens, ils y croient pas. Tu vois, les mecs qui faisaient ça, c'était des vrais arnaqueurs, quoi. Ils disaient, moi, mon but, c'était de me faire des sous. Pour, au fur et à mesure, dire, maintenant, j'ai l'impression d'avoir quelque chose. En tout cas, je trouve ça drôle. Je trouve ça très, très, très amusant. Oui, oui. Mais pour José Silva, tout le monde a l'intuition. Ouais. C'est simplement qu'il faut le développer. Et si on n'utilise pas, il atrophe un peu. Mais c'est comme la créativité, l'imagination. Tout le monde a ça à un certain degré, mais pas tout le monde le laisse développer. Exactement. Mais tu vois, et je pense que là-dessus, tu as remarqué, elle est très très bonne. Tu demandes à quelqu'un tous les jours de créer un petit truc. Pas grand-chose, mais tu dis, allez, tu passes 5 minutes et tu écris quelques trucs sur un post-it ou n'importe quoi. Il y a de fortes chances que s'il fait ça tous les jours, 2 minutes par jour, dans un an, il ait développé sa créativité. Parce que, comme tu dis, alors, la comparaison n'est pas bonne, mais c'est un muscle. Tu habitues, tu crées des processus cognitifs, tu crées des liens neuronaux, tu crées un ensemble d'éléments purement physiques qui vont au fur et à mesure être beaucoup plus accessibles, donc plus utilisés, donc se renforcer, donc donner plus de résultats, et ainsi de suite. Je suis complètement d'accord. Je pense que réellement, et c'est ça qui est intéressant avec la méthode, c'est que pour les personnes qui aiment travailler sur ce principe d'intuition, c'est une méthode qui propose quelque chose d'assez simple pour que tu puisses le répéter tout seul chez toi et voir s'il y a une progression ou pas, quoi. Et si ça t'apporte, parce qu'il faut bien sûr que tout ça puisse t'apporter au quotidien et pas simplement te dire, ah super, j'ai des bonnes intuitions. Oui, mais ça te sert à quoi? Avoir de bonnes intuitions. Tu vois, voilà, oui, ça ne sert pas à grand-chose. Et c'est vrai que là, revenir et repointer cette notion de il faut qu'il y ait un intérêt. Je trouve que c'est très pertinent. Il faut qu'il y ait un intérêt. Et c'est peut-être, et tu vois, la semaine dernière, je te disais, il y avait ceux qui étaient dans leur transe de découverte, etc. Et peut-être que quand ils passent, parfois, les gens passent la transe de découverte, il n'y a plus cet intérêt-là. Tu sais, il n'y a plus ce petit pétillement qu'il peut y avoir au départ, qui fait que ils testaient, ils vivaient plein de choses, et au bout d'un moment, alors soit ils l'ont intégré, ce qu'on disait, soit ils l'ont laissé de côté parce qu'il n'y a plus d'intérêt. C'est plus incroyable, c'est plus exceptionnel, c'est plus fou. Donc, à la place de pratiquer, de l'amener dans le quotidien, ils arrêtent de le pratiquer et éventuellement, un jour, si ça ne va pas très bien dans leur vie et tout, ils repensent à la méthode, ils se disent « Ah, mais à l'époque, ça m'avait bien aidé. » Motivation. Et tiens, je reprendrai bien parce qu'en ce moment, ça ne va pas au niveau du stress. Pouf. Et là, ils se remettent à nouveau à avoir cette envie, ce désir et ce plaisir, cet intérêt vers quelque chose. Alors, en 82, lorsque j'ai commencé à enseigner le BLS à la Redo, j'ai eu la chance de rencontrer certains étudiants avant sa création, entre 63 et 66. Je leur ai demandé combien de temps durait la formation, combien de factures à l'époque. Il m'a répondu, on ne savait jamais. Il nous disait simplement de revenir chaque semaine et de nous prévenir une fois la formation terminée. Donc, en gros, c'est là où on voit que, en termes de timing, c'est ce qu'on vous en parlait la semaine passée, hein, c'était vraiment pas quelque chose de clair pour José. Ce qui est intéressant, c'est que je me pose la question si pour lui, il validait
que c'était terminé quand les personnes avaient développé leur intuition. Est-ce que c'était fini comme nous au 404 quand les personnes ont réussi à faire des cas? Tu as une info là-dessus? Est-ce que tu l'as entendu dire, vu que notre objectif c'est ça, c'est fini, le cours s'arrête au moment où les gens ont capté ça? Tu as déjà eu une information sur le but de José? C'est-à-dire, moi j'ai très très peu d'informations de ce qui s'est passé avant le premier séminaire officiel en 1966, mais je sais qu'à partir de ce séminaire, les participants, parce que justement Nell de Sheet, c'était un de ses participants et j'ai pu lui questionner beaucoup, et il disait qu'ils étaient tellement, comment dire, excités par l'idée de travailler les cas qu'ils ont continué à travailler régulièrement après, jusqu'à avoir fait des centaines de cas. Et donc, c'était clair que dans cette version qui durait 4 jours, on a dû mettre beaucoup d'importance sur l'idée de travailler les cas. Et que c'était ça qui vous a prouvé que vous étiez en alpha, c'est ça qui vous a montré que vous êtes capable de faire, donc utilisez-le. Mais justement, l'idée que ça termine avec les cas, mais je crois que c'est quand même important à comprendre parce qu'à plusieurs reprises, les gens ont essayé de diviser le séminaire en 2 parties. C'est-à-dire, au lieu de s'engager pour 4 jours, on s'engage pour 2 jours et après, on peut faire les autres 2 jours si on veut. Et là, malheureusement, on a vraiment raté une des plus importantes parties du cours, même si les gens qui ont participé ont dit « Ah, mais ça ne m'intéresse pas, moi je fais justement les trucs qui sont importants pour ma vie quotidienne, etc. » Mais ça, c'était, comme on a déjà vu parmi toutes ces recherches, ça, c'était une sorte de préparation pour la deuxième partie. C'est vrai que cette notion-là, elle peut clairement ne pas parler à plein de gens, hein. Alors, autant il y en a qui viennent que pour ça, c'est-à-dire développer leur intuition. Et il y en a, et je vous l'avais déjà dit, hein, comme moi, qui était venu en mode je découvre, hein, j'ai vu que c'était un truc qui synthétisait plein de choses. Et le 303 404 me dit pourquoi? C'est bon, mais ouais, pourquoi? Moi, je trouve ça hyper concret. Là, ça devient absolument pas concret. Ouais, bon. Et je peux complètement comprendre que, il y a des gens, si tu divises, ils disent non, mais moi, je venais que pour ça. Mais inversement, je peux comprendre qu'il y en a qui disent pourquoi j'étudie la mémoire et m'endormir, alors que moi, ce qui m'intéresse, c'est juste apprendre le reste, hein. L'autre, oui, donc faire le cours en complet, ça, c'est intéressant. Et comme on l'avait expliqué sur les premières vidéos qu'on avait fait ensemble, il y a une structure de cours, hein, qui amène de toute façon à aller dans la réussite de l'ensemble des modules pour arriver au 404, qui est la finalité, en tout cas, de ce qui est proposé aujourd'hui en méthode Sylvain. C'est intéressant. Okay. On va s'arrêter là pour cette partie-là. On va prendre juste après. Si vous avez des questions, des remarques sur ce que l'on vient de traiter avec Ali, n'hésitez pas. Alors, bien sûr, hein, là, et c'est vraiment notre recherche et un peu notre difficulté, on tente vraiment de remonter le plus haut possible dans l'histoire de la méthode pour capter bien les origines, capter les motivations et vous donner un maximum d'infos sur comment ça a pu évoluer, mais surtout quel était l'état d'esprit de base de José quand il a fondé son système. Et donc, aujourd'hui, de quoi ça s'est basé. On sait d'où on vient, donc du coup, on sait pourquoi on exploite aujourd'hui la méthode de cette façon-là, pourquoi c'est enseigné de cette façon-là, etc., etc. Pourquoi il y a des remises en question à certains moments. Tout ça, c'est super sain et ça permet dès lors de mieux comprendre l'intention de la méthode. Bien sûr que vous, en tant qu'apprenant, en tant que diplômé, vous venez avec vos propres motivations. Mais c'est toujours cool de se dire, OK, eux, ils avaient le fondateur, ou en tout cas les premières équipes, avaient cette idée-là en tête. Moi, je viens avec telle intention, c'est OK. Ça vous permet juste de mieux comprendre pourquoi c'est orienté de cette façon-là, pourquoi c'est construit comme ça, etc., etc. Est-ce que tu as autre chose à rajouter sur le sujet ?
Probablement des dizaines, mais pas Bon. quelque chose de précis pour le moment. Donc, si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, on y répondra le plus rapidement possible. Comme d'habitude de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. À très vite.